Les organisateurs et participants de cette journée se sont rassemblés autour d'un collectif informel que nous avons baptisé le collectif du 14 décembre. Celui-ci s'est réuni depuis plusieurs mois pour organiser cette journée qui fait suite au forum international organisé il y a tout juste un an à Paris. Les organisations et associations participantes ne sont pas d'accord sur tout. Elles sont cependant d'accord sur un point essentiel, celui qui nous rassemble aujourd'hui, à savoir que l'islamophobie est devenue en Europe, aux États-Unis et dans bien d'autres pays, le canal privilégié d'expression et même de régénération du racisme contemporain. Le racisme d'État le plus caricatural que l'on peut constater par exemple dans le cas des crimes policiers qui frappent durement les non-blancs en France et ailleurs et dans tous les pays occidentaux est insidieusement revivifié par la propagation d'un racisme apparemment plus respectable mais tout aussi structurel, celui qui cible spécifiquement les personnes qualifiées ou regardées comme musulmanes. Il nous semble qu'on ne pourra pas lutter efficacement contre le racisme si l'on refuse de regarder en face les nouveaux visages que le racisme s'est donné depuis quelques années. Persuadé qu'il faut faire reculer le racisme sous toutes ses formes, en particulier celles qui habillent le racisme de générosité, mobilisant des valeurs nobles et instrumentalisant les principes laïques, républicains et féministes notamment, nous estimons que la lutte contre l'islamophobie s'inscrit de plein pied dans la longue tradition de lutte pour les droits civiques. La lutte contre le racisme est indivisible. Mais il est nécessaire de rappeler qui sont aujourd'hui, en Europe, les premières victimes de ce racisme. Les musulmans, les Roms et les Noirs. Alors que plus aucun grand parti ne défend officiellement l'antisémitisme, alors que les formulations de la droite extrême ont remplacé celui-ci par l'islamophobie, alors que les grands partis de droite et de gauche laissent régulièrement percer leur haine de l'islam et défendent les mesures prises par l'État, au nom toujours en France de la laïcité, au nom de la défense des femmes, ce racisme ne rencontre pas la riposte et la mobilisation qu'il mérite. La surenchère laïque, féministe, républicaine égrène son lot de discrimination, de stigmatisation et d'humiliation, de déni de droit, légitimant un racisme désormais quantifiable et identifiable. Face à ces agressions verbales, physiques, ces discours de haine qui visent une communauté à raison de son appartenance religieuse avérée ou supposée, et à leur insuffisante condamnation médiatique, politique, citoyenne, trois niveaux d'exigence légitime s'expriment chez les citoyens de confession musulmane. La demande de justice, la demande de sécurité et la demande de protection des libertés individuelles. Droit à l'éducation, droit à l'école, droit au travail, droit politique, droit à l'égalité homme-femme, droit à l'égalité femme-femme. C'est dire l'importance de cette journée internationale contre l'islamophobie qui se tiendra le samedi 13 décembre à l'université de Saint-Denis en région parisienne en France et en même temps à Londres, Amsterdam et Bruxelles sous le titre « Une bataille pour les droits civiques ». Il est symbolique par ailleurs dans le même temps que cette initiative ait lieu le même jour où se mobiliseront aux États-Unis tous ceux qui s'indignent de la brutalité de la police américaine contre les Noirs et les minorités et contre une justice à deux vitesses. La rhétorique du « eux et nous » remplit deux fonctions, donner un visage acceptable et une justification morale à l'islamophobie. Les musulmans de ce pays et de tous les pays concernés sont des citoyens de plein droit et demandent à l'institution de tenir sa promesse la plus essentielle, veiller à l'intégrité de ses citoyens et à la liberté de leur liberté et à la protection de leurs libertés les plus fondamentales. Je veux ici et maintenant avec vous toutes interpeller, interroger ceux qui participent à la parole et à l'action publique quant aux moyens mis en œuvre pour lutter contre ce racisme spécifique qu'est l'islamophobie, afin de placer la discussion sur le terrain de l'action à venir, du rôle que l'État, les médias, les organisations antiracistes et des droits humains et les élus doivent jouer pour apporter une contribution identifiable et efficace dans la lutte contre l'islamophobie, en incluant dans ce phénomène un préjudice qui dépasse la seule communauté française musulmane.
dans sa capacité à construire des clivages dangereux et à détruire ce qui fait société, le lien entre citoyens. C'est de cette question que nous proposons de débattre le 13 décembre à Paris. Il est encore temps de réagir, mais il est déjà grand temps. Merci. De Nederlandstaligen, dus eigenlijk op het forum. Ik wil graag benadrukken dat ik heb besloten om deel te nemen, omdat ik het een goed initiatief vind dat we eigenlijk op een tweetalige manier werken tegen islamofobie, of in ieder geval proberen te werken tegen islamofobie. We zitten hier in België, in Brussel, in de hoofdstad, en we hebben al langer het gevoel dat er eigenlijk langs de twee taalgrenzen wel voldoende pogingen zijn, maar dat onze pogingen nog te veel langs elkaar lopen en dat wij elkaar eigenlijk nog niet voldoende kennen of nog niet voldoende met elkaar communiceren. En daar ben ik dus blij dat dan het forum tegen islamofobie, dat dan de zondag de 14 december zal plaatsvinden in Brussel. Mensen van de Franstalige en de Nederlandstalige kant samenbrengt, maar ook zelfs van andere landen uit Europa. We zien ook dat vandaag verschillende mensen uit Amsterdam, uit Parijs en uit Londen de moeite waard vonden om helemaal naar hier te komen. In de hoop dat dan meerdere journalisten kunnen aanspreken. Nu zijn we blij met de enkele journalisten die dan interesse hebben getoond en die proberen om wat wij zondag willen bespreken naar de buitenwereld toe te communiceren. We hopen dat zij dan ook zondag zullen zien hoe ernstig dat het allemaal voor ons is. En ook zien dat de deelnemers een forum zoals deze wel belangrijk vinden. Ik geef dan nu graag het woord door aan, ik denk, mijn collega's uit Nederland, als ik het goed heb. Aux Pays-Bas, ça fait maintenant 2 ans et demi que nous avons créé un collectif contre l'islamophobie. Pourquoi ce collectif? C'est le constat que dans le Pays-Bas, il y a toute une montée d'une haine anti-marocain, anti-immigré, et dernièrement aussi développe plutôt anti-islam, anti-musulman. Ça se traduit par, d'un côté, le montée d'un parti de l'extrême droite, de parti de liberté de Wilders, très connu. C'est un parti que le seul programme de son parti, c'est l'islam, les Marocains. Chaque fois, il fait un appel de haine, il crée la peur au sein de la société néerlandaise. C'est lui qui a fait, ça fait 2 ans et demi, le film Fitna, très connu partout, et il continue toujours par ses appels de xénophobes et islamophobes. Dernièrement, un représentant de cette partie qui a prononcé au sein du Parlement néerlandais de la fermeture de toutes les mosquées des Pays-Bas, plus le rejet des musulmans des Pays-Bas. Cet appel de l'extrême droite, on constate aussi que cet appel a un certain politique issue dans le domaine que même les partis de droite ils ne se prononcent pas directement contre cette montée de l'islamophobie, mais ils font aussi, ils utilisent l'amalgame entre l'islam terroriste, l'islam en développement leur politique qui des fois va dans le sens politique raciste. Cette situation de l'islamophobie aux Pays-Bas liée par, comme j'ai dit, Wilders, liée par la peur qu'on crée maintenant cette opinion, et liée aussi par l'amalgame sur la question islam et terrorisme. Notre combat aux Pays-Bas contre l'islamophobie, il se base sur les différents moyens. D'abord, nous luttons pour que l'islamophobie doit être reconnue comme une forme de discrimination aux Pays-Bas.
pourquoi on demande qu'il doit être reconnu comme une forme de discrimination, pour donner la possibilité que les victimes de l'islamophobie puissent enregistrer ce qui se passait au sein de la police, au sein des structures responsables. Parce que jusqu'à maintenant, tous les incidents islamophobes ne sont pas enregistrés, on ne les trouve pas dans les rapports annuels et il n'est pas reconnu tant que tel. C'est surtout, comme on les appelle, des incidents divers. C'est pour ça, un des combats de nous, c'est que la reconnaissance de l'islamophobie comme une forme de discrimination, comme d'autres formes de discrimination, comme l'antisémitisme ou l'homophobie ou d'autres phobies, mais nous voulons aussi que l'islamophobie doit être reconnue juridiquement pour que les gens puissent faire appel. Le deuxième volet que nous luttons aussi, c'est le lobbying politique pour qu'il y ait une politique qui doit se baser contre l'intolérance, une politique qui doit se baser sur le niveau de l'éducation, au niveau de l'attitude des administrations, pour qu'il n'y ait pas de discrimination. Parce qu'aux Pays-Bas maintenant, si on s'appelle Ahmed, ou Mohamed, ou Fatima, c'est pas facile de trouver de travail. C'est pas facile aussi de trouver un stage. Cette lutte qu'on amène, c'est que nous considérons que le combat contre l'islamophobie, ce n'est pas un combat des musulmans, c'est un combat de tous les antiracistes. C'est pour ça que dans notre collectif, il n'y a pas seulement des gens de culture musulmane, mais il y a toutes des juristes et des activistes antiracistes que nous luttons ensemble. Notre combat contre l'islamophobie, c'est aussi un combat contre toute forme de discrimination. Et dans ce cadre-là, on essaye de mettre en agenda, avec d'autres forces antiracistes aux Pays-Bas, l'islamophobie comme une forme de discrimination pour qu'il y ait une unité de l'ensemble des antiracistes. Cette situation de la montée de l'islamophobie aux Pays-Bas, il pose un grand problème. Le problème, c'est que le moment où on rejette les musulmans, on rejette les jeunes, on fait un grand cadeau à des groupuscules extrémistes qui utilisent cette situation de la peur contre l'islam et de rejet des musulmans pour donner à notre perspective qu'on constate actuellement aux Pays-Bas et aussi d'autres couches de la société antiraciste. C'est pour ça que nous pensons, c'est pour ça aussi on est venu là, que c'est très important que ça bouge au niveau de l'Europe. En Hollande, l'islamophobie, c'est un mot interdit de le prononcer. Maintenant, on constate, à partir de, ça fait 2 ans, les gens commencent à parler. Seulement, personne n'ose de se le prononcer. Parce que pour eux, l'islamophobie, on ne peut pas parler de l'islamophobie parce que sinon, on ne peut pas critiquer la religion, ça touche la liberté d'expression. C'est un débat normalement qui n'est pas seulement hollandaise, mais il est partout. C'est pour ça que nous pensons que l'initiative jusqu'à maintenant au niveau européen du Conseil de l'Europe qui a fait appel pour que le 21 septembre soit une journée européenne contre l'islamophobie, je pense pour nous comme des activistes dans ce domaine-là, on doit aussi réfléchir, c'est très bien qu'il y ait le 13 décembre journée européenne, mais il faut aussi utiliser les instruments européens pour que par exemple, c'est le 21 septembre, la journée européenne contre le racisme par le Conseil de l'Europe, avec aussi un appel qui a été fait au niveau des gouvernements européens. Je pense que c'est très important que nous, au niveau européen, on doit utiliser ces journées pour interpeller les gouvernements et aussi pour développer ces actions. L'autre volet que nous on travaille beaucoup, c'est aussi soutenir les victimes. Ça veut dire parce que jusqu'à maintenant il n'y a pas de structure qui reconnaît l'islamophobie et les incidents de l'islamophobie. On a
un SOS islamophobie au service des victimes pour que nous-mêmes on enregistre les incidents, nous-mêmes on intervient pour enregistrer les incidents au sein des mosquées, au sein des places, et on fait un rapport et des fois on utilise aussi les moyens juridiques pour interpeller sur ces cas-là. Et en Hollande, par exemple, on a publié un rapport, ça fait 1 an et demi, que les incidents contre les musulmans aux Pays-Bas, ils ont dépassé les incidents qui étaient après le 2001 à New York. Un petit pays, il n'y avait pas ce qui était passé à New York, mais aux Pays-Bas, petit pays, les incidents contre les mosquées, c'est plus fort que les incidents qui étaient à New York. C'est pour ça que c'est un danger de cette islamophobie, cette haine contre les musulmans et contre les différentes couches de la société. Merci. The Human Rights Commission in London will be hosting the Islamophobia conference this Saturday the 13th in London. The focus of our conference is going to be state and its role within Islamophobia. Now, the reason why we've chosen to discuss that is because the British government has been essentially pursuing a fundamentally racist policy for the last 10-15 years against Muslims. And it's been doing it on many fronts. So the discourse it's been having in the public about Muslims and how it's been presenting Muslims is a very negative one. And then on the flip side of that, linked to that, is the legislation and the policies it's been pursuing, which have been targeting Muslims and have essentially been criminalizing and marginalizing the Muslim community. Just to give you some of the examples of the policies that the UK government has, just some of the examples of some of the policies that the UK government's been pursuing. So for example, the UK government has the power to stop and search people at airports without giving you any reasons. And if you look at the statistics, the overwhelming majority of people who are stopped under those powers are Muslims, or those who are perceived to be Muslims. So if you get off a plane coming in from Yemen, you're more likely to be stopped than, say, a plane that's just come from Denmark. A while back they introduced, for example, detention without trial. So they would basically arrest somebody who they believe to be a terrorist and just put them in jail, not charge them, not put them before the courts. And again, all the individuals who were interned in this way were Muslim. Control orders were eventually banned. Internments in prison without trial were banned, but then they introduced control orders. So what they started doing was controlling individuals, where they could move, who they could see, how much money they could carry. Again, this was a policy that was imposed upon Muslims, overwhelmingly, but all the individuals who were actually under control were Muslims. So what we've seen since 2001 is one legislation after another, one policy after another, targeting Muslims, criminalizing Muslims. Recently, for example, the government has added to this, so they've introduced a new counter-terrorism bill, which is Orwellian, if I can describe it in that way. It's very sort of draconian. So what they've started doing is they're now going to set up panels in local authorities, panels which will identify individuals in the local community who are radicals. Having done so, they will then set up de-radicalization plans. So here you have an extremely interventionist policy where the government is going to start interfering into the lives of individuals. Add to that, they're now going to make it compulsory upon teachers and doctors to start identifying radicals. So you now go to your GP with a flu. You go to your school and you're talking to your teacher about your homework. Your teacher, your doctor is now assessing whether you are a radical, whether you are a terrorist, and then they're feeding this back to these panels to de-radicalize you. So essentially, the government has been following a policy for the last 10-15 years where it's criminalizing individuals using the laws, but now it's criminalizing the whole community using the law, so everyone is now a suspect. A doctor approaches every single person as a suspect terrorist or a suspect radical. So it's really, really changing the situation on the ground. And we need to understand that the government's discourse, the government's policies affect people on the ground. It actually colors the discourse amongst the people.
So what we're seeing is, for example, discrimination in everyday life increasing. A recent study, if you bear with me 1 second, recent study by Dr. Nabil Khattab and Professor Johnston. So they used data from the Office of National Statistics, which is a government body that gathers data across the UK. And they found that Muslims were substantially less likely to have jobs of any kind compared to white British Christians. And Muslims are the most discriminated ethno-cultural group in the British labour market. The study revealed that Muslim men were 76% less likely to have a job of any kind compared to a white male British Christian, and is 65% for Muslim women. The people who did the studies, what they said was this was likely to stem from placing Muslims collectively at the lowest stratum within the country's racial or ethno-cultural system due to the growing Islamophobia and hostility against them. They are perceived as disloyal and as a threat rather than just as a disadvantaged minority. I will stress that last bit again. They are perceived as disloyal and as a threat rather than just as a disadvantaged minority. Now, within the government discourse, we are always presented as a fifth column, as the other, as people who aren't loyal to the government. And this is now filtering down onto the ground, and so now we're having people who, when they're employing people, they view Muslims as the other, as disloyal, as people who cannot be trusted. Our interaction with law and order, for example, we see discrimination there. So, for example, a recent example, two brothers returned back from Syria. They went there, they joined training camps to fight Bashar al-Assad. They never took part in any violence while in Syria. They came back to the UK. During their trial, the judge accepted that they took part in no violence, that they weren't a threat to the UK, but because of their radical ideology, decided to give them 4 years and 3 years each. Contrast that to a soldier by the name of Ryan McGee. He was an ex-British soldier. He was building a bomb in his house. A bomb with 180 pieces of shrapnel within it. He used to watch videos of beheadings by right-wing organizations in Russia. He is known to have right-wing affiliations, himself and his family. He got 2 years. Even though the judge accepted that if that bomb had gone off, it would do untold amounts of damage. Even though the judge accepted that he was a radical, that he did have extremist views, nonetheless he was viewed as a misguided teenager. It seems that if you're Muslim and you're linked to any sort of violence, you are a terrorist. Whereas if you're a non-Muslim, then you are marginalized, or you are disenfranchised, you are misguided. There is no terrorism there. So it seems that the discourse that the government's following and the policies that it's following is very much targeting Muslims, criminalizing Muslims. And now the law is going to start criminalizing the community as a whole. We believe that the prevailing security prism through which the successive governments have viewed Muslims, so we're always viewed as a threat, we're always viewed as something to contain our threat. This is what's fostering a social climate in which we can be demonized. So they're creating the space within which the general public feel it's okay to discriminate against Muslims. So we're so they're creating the climate in which we can be demonized on the basis of our faith in a manner that is considered unacceptable for any other ethno-cultural group. So if you were to do these things to the Jewish community, the Sikh community, or any other community groups, it would be considered racism. Yet because we are still being viewed within the security prism, we are a national security risk, it is perfectly acceptable to intern us, to police us in these really extreme and draconian ways. We're seeing that what's happening is attitude towards Muslims has started to harden amongst the public. And you see that as the government rhetoric hardens, so does the public attitude and the media attitude towards Muslims. And at the moment what we're seeing is, and this is a European-wide phenomenon, we're seeing a rise in far-right groups. So in the UK, you have UKIP and EDL who have been getting a lot of grassroots support. Rather than trying to combat these racist, xenophobic ideas, what's happening is
mainstream parties have started to capitalize on these ideas. They're starting to perpetuate the very same xenophobic narratives in order to try and get support for themselves and to stay in power. And that's just perpetuating the problem. So it's become a case of we don't need the far right to be spreading hate against us. The mainstream government parties and the government itself is doing it against us. So that's part of the reason why we've decided to focus on the government and try and tackle how do we start challenging the government and its narrative against Muslims. We're hoping through this conference to create a platform to build connections between academia and grassroots. There is a lot of work done out there on Islamophobia and how it affects people by academics. And then you have grassroots activists who are actually working on the ground tackling this. But there isn't really a marriage between the two at the moment in the UK, and that's one of the things that we want to create, a platform in which we have a discourse between the two groups where information is shared and where the academic work actually colours and informs the grassroots work that we're doing. So on the day itself, we hope to have workshops in the morning where we're going to have activists and academics, where we're going to discuss with them the ways Islamophobia exists in the UK and how do we challenge that as a community. In the afternoon, we're going to have speakers giving presentations and discussing their idea of what Islamophobia is and how we challenge that. One of the things that we don't wish to do is we don't wish to discuss whether Islamophobia does exist or not, whether it is a form of racism or not. As far as IHRC is concerned, Islamophobia does exist and it is racism. We want to move beyond that. We want to take the discourse to the next level, which is how do we now challenge and how do we now tackle. And the idea would be to take this information and work with our partners across Europe and use this information to challenge Islamophobia in the UK and across Europe and hopefully even in America. Merci à vous pour votre présence et votre participation avec nous. J'estime qu'après ce tour de table, le constat est partagé, que ce soit en France, en Belgique, en Hollande ou en Grande-Bretagne, on a une montée significative d'un nouveau racisme qui se veut parfois respectable et qui se veut parfois légitimé, mais il est là, il est structuré, il est actif et il essaye de marginaliser des citoyens pour une appartenance vraie ou supposée à une religion. Il fait le mélange des genres. On voit que le contrôle de faciès est une forme ethnique qui a été religieusée, qui a été prise dans une nouvelle forme de religiosité. Ce contrôle de faciès, il est dans l'aéroport de Londres, comme elle est dans la gare de Nord de Paris, qu'elle est comme dans une ruelle de Bruxelles. La même suspicion, le fait que vous avez un visage qui n'est pas blanc et fait de vous un suspect. C'est ce qu'a dit mon collègue, cette forme de criminalisation, marginalisation du citoyen de confession musulmane. Le constat, il est là, avec des chiffres alarmants, sachant que, et mes collègues d'autres pays peuvent le partager, que ce soit en France ou que ce soit en Hollande, beaucoup de gens n'agissent pas comme il faut. Beaucoup de gens qui subissent ces discriminations et qui subissent parfois des violences verbales et des violences physiques ne font pas ce qu'il faut d'aller dénoncer, d'aller porter plainte. Les statistiques que nous avons aujourd'hui ne sont que la part émergée de l'iceberg. En vérité, les actes sont plus profonds et la situation est plus alarmante. C'est pourquoi nous agissons avec le peu de moyens qu'on a, avec le peu de soutien, qu'il soit institutionnel ou médiatique, que nous avons. Nous agissons pour sensibiliser. Nous agissons
pour alarmer. Nous agissons pour faire valoir des droits qui sont fondamentaux et des droits qui sont acquis pour perdurer une tradition de défense des droits de l'homme, pour perdurer un souffle humaniste qui a fait et qui fait la grandeur des valeurs universelles et humanistes qui régit la présence des citoyens européens sur ce sol européen. En France, pareil, nous aurons une journée avec 2 séances plénières où il y aura des intellectuels, où il y aura des hommes politiques, des députés à l'Assemblée nationale, des acteurs du terrain, mais aussi il y aura des ateliers pour agir. Donc, nous avons une table ronde qui s'appelle l'islamophobie dans tous ses états, avec des personnes éminentes comme Jean Bobéro, comme le directeur honoraire de l'EPHE, comme Denis Viennot, vice-président de la Commission nationale consultative des droits de l'homme et autres. Nous avons aussi une table ronde le soir avec des hommes politiques et des journalistes comme Edoui Plenel qui vient de sortir un livre pour les musulmans qui a fait un grand débat autour, Denis Siffer, le directeur du journal Politis, Marie-Christine Vrija, députée européenne du Front de gauche, et d'autres les députés des Verts et du Parti socialiste et autres, et un ensemble d'ateliers pour le droit à l'école et à l'éducation, pour l'égalité des droits, pour la participation politique, cette lutte contre cette discrimination qui est généralement latente. Il ne dit pas son nom, mais toutes les statistiques disent que lorsque vous appelez Mohamed ou Aïcha, lorsque vous avez un faciès qui vous ramène vers d'autres origines, lorsque vous habitez dans une il a porté la voix de la lutte contre l'islamophobie au sein des institutions européennes depuis cette date. Et comme ça a été dit avant, nous avons longtemps prêché seul dans le désert. Mais bon, maintenant on voit que les fruits commencent à venir. Nous avons été la première organisation à publier un rapport européen sur l'islamophobie en Europe, donc en faisant fonctionner notre réseau de membres. C'est un rapport qualitatif, mais qui a permis de mettre en avant une série de faits. Alors aujourd'hui, je devais porter un petit peu à la fois amener quelques éléments sur la Belgique, puisque nous avons un certain nombre de nos membres, comme le collectif contre l'islamisme en Belgique, ou encore Muslim Rights Belgium, ou encore le MAX, qui a beaucoup travaillé sur la question de l'islamophobie, et donc qui ont permis de mettre en avant un petit peu quelques chiffres, ce que disaient mes collègues, qui permettent d'objectiver un tant soit peu la question de l'islamophobie. Alors évidemment, une des sources les plus importantes pour la Belgique, évidemment, ce sont les rapports du Centre pour l'égalité des chances, qui a déjà courageusement, on va dire, depuis 2008 mentionné l'islamophobie dans ses rapports. En France, la Commission des droits de l'homme ne l'a fait que l'année dernière, ce qui est une grande victoire, mais en attendant, il aura fallu du temps pour y arriver aussi. Et donc, si on prend les chiffres de 2011, sur l'ensemble des cas de plaintes pour de discrimination sur le motif des convictions religieuses ou philosophiques, 80% des plaintes concernaient l'islamophobie. Alors évidemment, avec une répartition qui est extrêmement intéressante, 51% des plaintes portaient sur de la cyber-haine, et le reste des plaintes concernaient aussi le contexte professionnel ou encore le contexte de l'enseignement. Je ne vais pas vous abreuver de chiffres, mais il y en a quelques-uns qui sont vraiment très intéressants à relever. Une enquête de 2011 montrait qu'en Belgique, presque 45% des employeurs interrogés affirmaient que le port du foulard ou d'un autre signe convictionnel pouvait avoir une influence négative sur la sélection des candidats. Donc ils étaient en train de dire qu'un employeur sur deux refuserait
d'embaucher une personne qui porte un foulard ou un autre signe qui pourrait montrer ses convictions religieuses. On sait en Belgique évidemment que le port du foulard est rejeté la plupart du temps dans les administrations publiques, mais que cette interdiction a tendance à s'étendre aussi au marché de l'emploi privé, alors qu'au niveau européen et dans la loi belge, la discrimination sur le motif de l'appartenance religieuse, comme dans tous les pays européens, est formellement interdite. Il va de soi évidemment qu'on a noté, et ça c'est commun dans tous les pays, que les opérations de police ou le monde judiciaire évidemment est un des domaines où les discriminations sont quelque part le plus visibles, parce qu'on sait combien de personnes sont condamnées, pour quelle peine, qui se retrouvent en prison, etc. Mais on sait aussi qu'évidemment l'exclusion dans l'emploi, dans l'accès à l'emploi, dans la progression de carrière est également extrêmement importante. Bien sûr, tendance qui se retrouve en Belgique et qui se retrouve bien entendu au niveau européen, c'est que les médias véhiculent évidemment un ensemble de préjugés sur les musulmans et donc en quelque sorte sont des vecteurs d'islamophobie. Et les plaintes, c'est très intéressant aussi du Centre pour l'égalité des chances, évidemment, comme je disais tout à l'heure, sont assez fortes de ce niveau-là, avec 21% des plaintes qui concernent des sites web et 17% qui concernent les réseaux sociaux comme Facebook, YouTube, etc. Alors bien entendu, quelque chose qu'on retrouve en Belgique comme dans les autres pays européens, c'est évidemment des atteintes aux propriétés considérées comme musulmanes, les mosquées évidemment, mais ça s'étend aussi aux boucheries halal ou au commerce de détail qui peut être identifié comme appartenant ou dont les propriétaires pourraient être musulmans. Alors ça c'est, je veux dire, l'essentiel pour la Belgique. On pourra aller dans le détail éventuellement de ces trouvailles. Alors ce qui est intéressant évidemment, c'est d'avoir la perspective européenne. On entend souvent parler de la France parce que des organisations comme le collectif contre l'islamophobie en France ou le CRI, qui sont aussi membres d'ENAR, font un travail formidable de ce côté-là. En Angleterre, on a de Islamic Human Rights Commission, mais aussi Face Matters, qui sont aussi connectés à ENAR, Face Matters en tout cas, qui collectent des données. Donc là, on est un petit peu plus substantié, mais dans d'autres pays, on arrive à des chiffres aussi extrêmement intéressants. Par exemple, en Bulgarie, le taux de chômage tourne autour des 12% pour la population majoritaire et il monte jusqu'à 35 à 40% pour la communauté musulmane. On trouve qu'en Lituanie, par exemple, une enquête a eu lieu qui demande aux gens s'ils loueraient un appartement à des personnes considérées comme musulmanes, et en particulier des Tchétchènes dans ce coin-là de l'Europe, et 40% des gens qui ont répondu ont dit qu'ils ne loueraient pas à des personnes qu'ils identifieraient comme tchétchènes ou musulmanes. On trouve aussi, alors une des manifestations ou un des enseignements les plus intéressants de ce rapport, parce qu'il est confirmé à peu près partout en Europe, c'est que ce sont les femmes qui sont les victimes les plus importantes de l'islamophobie. Donc en fait, on voit que concrètement, l'islamophobie se manifeste comme une discrimination ou un racisme qui a un biais genré extrêmement fort. En France, on a jusqu'à 85% des actes islamophobes qui visent des femmes. En Angleterre, les statistiques tournent autour de 60 à 70%, et les data qualitatifs des autres pays amènent des proportions qui sont sensiblement les mêmes. Et donc, au sein de l'ENAR, nous avons décidé de travailler pour démontrer que l'islamophobie est d'abord une discrimination à l'encontre des femmes et ensuite une discrimination sur le motif de la religion. Et ça permet de changer la dynamique de perception. Ce n'est pas juste un problème. On connaît le cas de la Suisse avec son interdiction de construire des minarets, mais en Autriche, des restrictions ont été introduites dans le code de l'urbanisme, et jusqu'à 8 restrictions spécifiques sont mises en place pour faire en sorte qu'on ne puisse pas construire de mosquées. Les attaques sur les mosquées sont aussi évidemment présentes en Grèce, où il y a une minorité turque historique, en Bulgarie, où il y a aussi une minorité turque et musulmane. Les partis d'extrême droite s'en sont pris à plusieurs reprises à des offices religieux, à des mosquées, y compris pendant les heures de prière, etc. Autre tendance européenne, et je conclurai là-dessus,
ce qu'on constate dans tous les pays, c'est qu'il y a le discours islamophobe se répartit dans l'ensemble du spectre politique, comme ça a été dit pour les Pays-Bas, pour l'Angleterre, la France, la Belgique, etc. C'est-à-dire une islamophobie de droite, on va dire essentiellement anti-étranger, anti-valeurs chrétiennes, etc. Donc ça c'est d'un point, mais aussi l'islamophobie qu'on peut qualifier plus de gauche, plus progressiste, qui se structure autour des valeurs de l'égalité homme-femme, du respect des droits des personnes homosexuelles, etc. Et qui recouvre ce que la chercheuse Philomena Essett, qui travaille essentiellement sur les problèmes de discrimination à l'encontre des personnes noires, qualifie de entitlement race. Holland has manifested itself. What I'll do is explain what we have been doing against it and how the activities of coming Saturday is related to that. Now, for the past few months, we have organized a series of meetings under the title Time to Connect. Why? Because we wanted to connect the struggle against Islamophobia with the struggle against black racism. So we don't see Islamophobia detached from a larger picture. And the meetings we organize are meetings not for academics, not for students, but for activists. So people who are actually